les uns comme pour les autres sur ce navire. Mon garçon de cabine voulut bien me confier que les brillants officiers de la coloniale avaient fait le serment verre en main de me gifler à la première occasion et de me balancer par-dessus bord. Ensuite, quand je lui demandais pourquoi, il me demandait à son tour ce que j'avais bien pu faire pour en arriver là. Ça pouvait durer longtemps. J'avais une sale gueule. Voilà tout. Quand la haine des hommes ne comporte aucun risque, leur bêtise est vite convaincue. Les motifs viennent tout seuls. Dans la vie courante, réfléchissons que 100 individus, au moins dans le cours d'une seule journée bien ordinaire, désirent votre propre mort. Par exemple, tous ceux que vous gênez, pressés dans la queue derrière vous au métro, tous ceux encore qui passent devant votre appartement et qui n'en ont pas. Tous ceux encore qui voudraient que vous ayez achevé de faire pipi. Enfin, vos enfants, et bien d'autres, enfin c'est incessant, on s'y fait. Sur le bateau, ça se discerne mieux, cette presse. Alors c'est plus gênant. Dans cette étude mijotante, le suin de ces êtres ébouillantés se concentre, les pressentiments de la solitude coloniale énorme qui va les ensevelir bientôt, eux et leur destin, les faire gémir déjà comme des agonisants. Ils s'accrochent, ils mordent, ils lacèrent, ils en bavent. Mon importance à bord croissait de jour en jour. Les officiers de la coloniale, bien tassés d'apéritifs, en apéritif autour de la table du commandant, les receveurs buralistes, les institutrices congolaises surtout, dont l'amiral Bragueton emportait tout un choix, avaient fini de suppositions malveillantes en déductions diffamatoires par me magnifier jusqu'à l'infernale importance. À l'embarquement de Marseille, je n'étais guère qu'un insignifiant rêvasseur. Mais à présent, par l'effet de cette concentration agacée d'alcooliques et de vagins impatients, je me trouvais doté, méconnaissable, d'un troublant prestige. D'après ce que je croyais discerner dans la malveillance compacte où je me débattais, une des demoiselles institutrices animait l'élément féminin de la cabale. Elle retournait au Congo, crevée, du moins je l'espérais, cette garce. Elle quittait peu les officiers coloniaux au torse moulé dans la toile éclatante et parés au surplus d'un serment qu'ils avaient prononcé, celui de m'écraser ni plus ni moins qu'une infecte limace, bien avant la prochaine escale. On se demandait à la ronde si je serais aussi répugnant, aplati qu'en forme. Bref, on s'amusait. Cette demoiselle attisait leur verre, rappelait leur rage sur le pont de l'amiral Bragueton, ne voulait connaître de repos qu'après qu'on m'eût enfin ramassé, pantelant, corrigé pour toujours de mon imaginaire impertinence, puni d'oser exister en somme, rageusement battu, saignant, meurtri, implorant pitié sous la botte et le poing d'un de ces gaillards dont elle brûlait d'admirer l'action musculaire, le courroux splendide, scène de haut carnage, dont ses ovaires fripés présentaient un réveil, s'avalait un viol par gorille. Le temps passait et il est périlleux de faire attendre longtemps les corridas. J'étais la bête. Le bord entier l'exigeait, frémissant jusqu'au soute. La mer nous enfermait dans ce cirque boulonné.
Et comme il ne nous restait plus que 3 journées avant l'escale, journée décisive, plusieurs toreros s'offrirent. Et plus je fuyais l'esclandre, et plus on devenait agressif, imminent à mon égard. Ils se faisaient déjà la main, les sacrificateurs. On me coinça ainsi entre 2 cabines au revers d'une courtine. Je m'échappais de justesse, mais il me devenait franchement périlleux de me rendre au cabinet. Quand nous n'eûmes donc plus que ces 3 jours de mer devant nous, j'en profitai pour définitivement renoncer à tous mes besoins naturels. Les hublots me suffisaient. Les choses se précisèrent un soir après le dîner où je m'étais quand même rendu, tracassé par la faim. J'avais gardé le nez au-dessus de mon assiette, n'osant même pas sortir mon mouchoir de ma poche pour l'éponger. Nul ne fut à bouffer, jamais plus discret que moi. Des machines vous montaient assis. Une incessante vibration dans le derrière, une vibration incessante et menue. Mes voisins de table devaient être au courant de ce qu'on avait décidé à mon égard, car ils se mirent, à ma surprise, à me parler librement de duels et d'estocades, à me poser des questions. À ce moment aussi, l'institutrice du Congo se dirigea vers le piano du salon avec une sorte de hâte crispée pour jouer, si l'on peut dire jouer, certains airs dont elle escamotait toutes les finales. L'ambiance devint intensément nerveuse et furtive. Je ne fis qu'un bond pour aller me réfugier dans ma cabine. Je l'avais presque atteinte quand un des capitaines de la coloniale, le plus bombé, le plus musclé de tous, me barra net le chemin sans violence, mais fermement. « Montons sur le pont », m'enjoignit-il. Nous y fûmes en quelques pas. Pour la circonstance, il portait son képi le mieux doré, il s'était boutonné entièrement du col à la braguette, ce qu'il n'avait pas fait depuis notre départ. Nous étions donc en pleine cérémonie dramatique. Je n'en menais pas large, le cœur battant à hauteur du nombril. Ce préambule, cette impeccabilité anormale me fit présager une exécution lente et douloureuse. Derrière lui, me bouclant la porte de l'entrepont, se dressaient en même temps 4 officiers subalternes, attentifs à l'extrême escorte de la fatalité. Donc, plus moyen de fuir. Cette interpellation avait dû être minutieusement réglée. Monsieur! Monsieur, vous avez devant vous le capitaine Frémison. Le capitaine Frémison des troupes coloniales. Au nom de mes camarades et des passagers de ce bateau, justement indignés par votre inqualifiable conduite, j'ai l'honneur de vous demander raison. Certains propos que vous avez tenus à notre sujet depuis votre départ de Marseille sont inacceptables. Voici le moment, monsieur, d'articuler bien haut vos griefs, de proclamer ce que vous racontez honteusement tout bas depuis 21 jours. Et... Je ressentis en entendant ces mots un immense soulagement. J'avais redouté quelques mises à mort imparables. Mais il m'offrait, puisqu'il parlait, le capitaine,
il m'offrait une manière de leur échapper. Je me ruais vers cette aubaine. Toute possibilité de lâcheté devient une magnifique espérance à qui s'y connaît. C'est mon avis. Il ne faut jamais se montrer difficile sur le moyen de se sauver de l'étripade, ni perdre son temps non plus à rechercher les raisons d'une persécution dont on est l'objet. Y échapper suffit aux sages. Capitaine, lui répondis-je avec toute la voix convaincu dont j'étais capable dans le moment, quelle extraordinaire erreur vous alliez commettre, vous, moi, comment me prêter à moi les sentiments d'une semblable perfidie? C'est trop d'injustice en vérité. Comment, moi, hier encore défenseur de notre chère patrie, moi dont le sang s'est mêlé au vôtre pendant des années au cours d'inoubliables batailles, de quelle injustice alliez-vous m'accabler, capitaine? Et puis alors au groupe entier, de quelle abominable médisance, messieurs, êtes-vous devenus les victimes? Allez jusqu'à penser que moi, votre frère en somme, je m'entêtais à répandre d'immondes calomnies sur le compte d'héroïques officiers. C'est trop, vraiment c'est trop. Et cela au moment même où ils s'apprêtent, ces braves, ces incomparables braves, à reprendre avec quel courage la garde sacrée de notre immortel empire colonial. Là où les plus magnifiques soldats de notre race se sont couverts d'une gloire éternelle, les Mangins, les Faidherbe, les Gallieni, ah, capitaine, moi, ça! Je me tins en suspens. J'espérais être émouvant. Bien heureusement, je le fus un petit instant. S'entraîner alors, profitant de cet armistice de bafouillage, j'allais droit à lui et lui serrais les deux mains dans une étreinte d'émotion. J'étais un peu tranquille, ayant ses mains enfermées dans les miennes. Tout en les lui tenant, je continuais à m'expliquer avec volubilité, et tout en lui donnant 1000 fois raison, je l'assurais que tout était à reprendre entre nous, que ma naturelle et stupide timidité seule se trouvait à l'origine de cette fantastique méprise, tout en faisant largement amende honorable. Je sollicitais, pour conclure, qu'on m'admisse sans y surseoir et sans restriction aucune au sein de leur joyeux groupe patriotique et fraternel, où je tenais dès ce moment et pour toujours à faire très aimable figure. Tant que le militaire ne tue pas, c'est un enfant. On l'amuse aisément. N'ayant pas l'habitude de penser, dès qu'on lui parle, il est forcé, pour essayer de vous comprendre, de se résoudre à des efforts accablants. Le capitaine Frémison, le capitaine Frémison ne me tuait pas, il n'était pas en train de boire non plus, il ne faisait rien avec ses mains, je les lui tenais. Il ne faisait rien avec ses pieds non plus, il essayait seulement de penser. C'était énormément trop pour lui. Au fond, je le tenais par la tête. Graduellement, pendant que durait cette épreuve d'humiliation, je sentais mon amour-propre, déjà prêt à me quitter, s'estomper encore davantage. Et puis, m'abandonner tout à fait, pour ainsi dire officiellement, on a beau dire,